Je m'appelle Camille Morel. J'ai 32 ans. Et jusqu'à ce matin-là, je pensais que la serrure de la porte de mon appartement était la seule chose dans ma vie que ma famille ne pouvait pas forcer. Je vivais seul dans un immeuble ultramoderne et connecté du quartier de Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement de Paris. Je faisais de longues heures en tant qu'analyste des risques en cybersécurité et je maintenais délibérément le calme chez moi. Pas de jouets sur le sol. Pas de chambre d'amis attendant l'urgence de quelqu'un d'autre. Personne ne franchissait le seuil sans mon autorisation. Puis, à 23h43, par un jeudi soir pluvieux, l'écran de mon téléphone s'est allumé alors que je révisais un audit de sécurité pour le travail. Le message n'était pas une question. C'était un ordre. Ces 2 enfants venaient le lendemain matin et j'allais devoir les garder. J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes, attendant la suite où ils demanderaient poliment, s'excuseraient pour le délai si court, ou m'expliqueraient pourquoi ils pensaient avoir le droit de réquisitionner toute ma journée. Cette partie n'est jamais arrivée. J'ai répondu « Non, je ne suis pas disponible ». Sa réponse est arrivée presque instantanément. « Ça n'a pas d'importance. Maman m'a donné ta clé. » Quelque chose en moi s'est figé. Ni de la colère, ni des cris, juste un froid glacial. J'ai regardé à travers mon appartement vers la porte d'entrée, puis le petit crochet en laiton près de la cuisine, et j'ai compris qu'il n'avait jamais été question de babysitting. Il était question de l'accès à mon foyer, à mon temps, à mon argent et à ma tranquillité. Alors, je ne l'ai pas appelé. Je ne l'ai pas supplié. Je ne me suis pas justifié auprès de personnes qui avaient déjà décidé que ma réponse ne comptait pas. J'ai fait des captures d'écran, j'ai ouvert l'application de mon immeuble, j'ai appelé la loge du gardien et je leur ai demandé de désactiver tout accès extérieur lié à mon appartement. Ensuite, j'ai demandé un changement de serrure d'urgence avant le lever du soleil. Je pensais autrefois que l'indépendance, c'était payer son propre loyer, faire ses propres courses, et ne pas avoir besoin de quelqu'un pour me sauver quand la vie devenait difficile. Mais dans ma famille, l'indépendance s'était lentement transformée en autre chose. Cela signifiait que j'étais disponible. Cela signifiait que j'avais du surplus. Cela signifiait qu'à chaque fois que quelqu'un d'autre prenait une mauvaise décision, mon compte bancaire devenait la sortie de secours. Je vivais à Paris, dans une tour de verre remplie de gens qui travaillaient trop et dormaient trop peu. Mon appartement était petit mais cher, équipé d'une serrure connectée, d'un service de conciergerie 24h24, et d'une vue sur la tour Eiffel si je me tenais près de la fenêtre de la cuisine. J'avais choisi cet endroit parce que je m'y sentais en sécurité, en contrôle, chez moi. Je travaillais dans les risques en cybersécurité pour une entreprise de la FinTech, ce qui signifiait que mon travail consistait à repérer les failles avant que quelqu'un ne les exploite. L'ironie cruelle, c'est que j'avais raté la plus grande faille de ma propre vie pendant des années. Il s'appelait Thomas Morel, mon frère aîné. 35 ans, directeur commercial pour une entreprise de matériel médical, parlant toujours comme si sa prochaine prime allait tout changer. Toujours à découvert avant qu'elle n'arrive. Sa femme, Chloé, travaillait dans une boutique de prêt-à-porter haut de gamme et remplissait ses réseaux sociaux de photos de café latte, de vêtements, de journées au spa et de selfies dans les miroirs d'hôtel. Ils avaient 2 enfants, Léa, 7 ans, et Hugo, 5 ans. J'adorais ces enfants, et tout le monde le savait. Ma mère, Sylvie, le savait mieux que quiconque. Elle était directrice d'école primaire depuis près de 30 ans, et elle parlait aux adultes comme si elle contrôlait encore un couloir rempli d'élèves. Voix ferme, sourcils levés, aucune discussion possible. Quand j'obtenais un bonus, Thomas avait besoin d'aide pour son SUV. Quand je mettais de l'argent de côté, Chloé avait besoin d'aide pour un découvert bancaire. Quand j'ai commencé à télétravailler 2 fois par semaine, ma mère a décidé que j'étais disponible pour les courses et les urgences familiales. En 26 mois, j'avais versé 10 500 €, 1 700 pour le SUV de Thomas après qu'il eut ignoré un voyant d'alerte, 2 200 pour éponger son découvert, 1 200 pour la colonie de vacances de Léa, 1000 pour la fête d'anniversaire des Hugo. Puis les courses, l'essence, les fournitures scolaires, et les factures qui étaient toujours urgentes. À chaque fois que j'hésitais, j'entendais la même phrase. Tu es célibataire. Tu n'as pas d'enfant. Tu peux aider. Alors, quand Thomas m'a envoyé ce message ce jeudi soir, j'aurais dû être choqué, mais une partie de moi attendait qu'il aille encore plus loin. Il disait que lui et Chloé avaient un séminaire de direction. Leur vol était tôt et les enfants resteraient chez moi parce que mon appartement était plus proche de l'aéroport de Roissy. Il n'a pas demandé si je travaillais. Il n'a pas demandé si j'avais des projets.
Il m'a simplement assigné une tâche et s'attendait à ce que j'obéisse. J'ai répondu, je ne suis pas disponible. Trouvez quelqu'un d'autre. Sa réponse est revenue très vite. Arrête de faire des drames. Maman m'a donné ta clé et ton badge Vigic de rechange. On les dépose à 7 heures. Je l'ai lu 3 fois. Puis je me suis souvenu de la fuite d'eau 2 ans plus tôt, quand j'avais donné à ma mère un double des clés pour que le plombier puisse entrer pendant que j'étais en déplacement. Elle avait promis de me le rendre. Elle ne l'a jamais fait. J'avais traité cette clé comme un détail. Pour eux, c'était devenu un droit d'accès. Je n'ai plus répondu à Thomas. J'ai ouvert l'application de mon immeuble et j'ai modifié mes paramètres d'accès réside. Ensuite, j'ai appelé la loge. Antoine, le gardien de nuit, était de service. Quand il a répondu, j'ai donné mon nom, mon numéro d'appartement, et j'ai dit qu'un membre de la famille non autorisé avait une clé et pourrait tenter d'entrer avec 2 mineurs. Immédiatement, sa voix est devenue professionnelle. Il m'a demandé si je voulais que le badge de rechange soit désactivé. J'ai dit oui. Il a demandé si ma famille devait être retirée de ma liste de visiteurs approuvés. J'ai dit oui. Ensuite, j'ai demandé un changement de serrure en urgence avant le matin. La maintenance pouvait réinitialiser la serrure connectée dans l'heure. Je lui ai dit de me facturer peu importe le prix. Après avoir raccroché, j'ai pris des captures d'écran de chaque SMS, envoyé un mail au gestionnaire de l'immeuble, téléchargé mon journal d'appel, et créé un dossier sur mon ordinateur portable appelé incident limite familial. Thomas pensait avoir ma clé. Il n'avait aucune idée que je reprenais enfin le contrôle de ma porte. À minuit, mon appartement avait l'air calme de l'extérieur. La pluie tapait contre les fenêtres. Une tasse de thé reposait intacte sur mon bureau. Mon ordinateur de fonction affichait toujours le rapport d'audit dû pour le lendemain matin, mais mon ordinateur personnel était devenu le centre de quelque chose de plus grand. J'ai ouvert un document vierge et je l'ai intitulé Chronologie d'accès non autorisé. Cela m'a paru extrême l'espace d'une seconde, jusqu'à ce que je relise le message de Thomas. Maman m'a donné ta clé. On les dépose à 7 heures. Ce n'était pas une demande. C'était un plan construit sur la violation de mon domicile. Alors, j'ai commencé à tout écrire. 23h43, Thomas m'informe que ses enfants seront déposés à mon appartement. 23h46, je refuse et précise que je ne suis pas disponible. 23h48, Thomas déclare que notre mère lui a donné ma clé et le badge de l'immeuble. 23h55, j'appelle le gardien et signale un accès non autorisé. Minuit 7, l'immeuble désactive le badge. Minuit 22, la maintenance d'urgence est programmée pour réinitialiser la serrure. Plus je tapais, plus je me sentais stable. La documentation ne pleurait pas. La documentation ne se laissait pas culpabiliser. La documentation se fichait que ma mère hausse le ton. Ensuite, j'ai ouvert mon historique bancaire. J'ai cherché le nom de Thomas, puis celui de Chloé, puis celui de ma mère. Virement après virement apparaissait, chacun lié à une histoire à laquelle j'avais cru juste assez pour envoyer de l'argent. J'ai tout exporté dans un tableur et ajouté des notes à côté de chaque paiement. Réparation du SUV, découvert bancaire, colonie de vacances, anniversaire, courses, facture de dentiste, fourniture scolaire. J'étais à la moitié de l'étiquetage des transactions quand mon téléphone a sonné. Maman. J'ai lancé un enregistrement vocal sur ma tablette et j'ai répondu sur haut-parleur. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a dit, qu'est-ce ce que tu as fait à l'accès de l'immeuble? Sa voix était tranchante, comme si je lui avais volé quelque chose. J'ai dit, j'ai supprimé l'accès non autorisé à mon appartement. Elle m'a lancé sèchement que Thomas était mon frère, pas un étranger. Je lui ai répondu qu'un frère pouvait tout de même être non autorisé. Ça l'a rendue furieuse. Elle a dit que 2 enfants comptaient sur moi. Que Chloé était épuisée. Que Thomas avait un séminaire de travail important, et que je transformais un simple service en une affaire juridique. Je suis restée silencieuse. J'avais appris que si je laissais ma mère parler assez longtemps, elle finissait par dire la partie qu'elle aurait dû cacher. Elle l'a fait. Elle m'a dit qu'il avait planifié cela de cette façon parce qu'il savait que je dirais non s'il le demandait trop tôt. Elle a dit qu'elle avait donné la clé à Thomas parce que je résistais toujours au début, mais que je finissais par céder une fois les enfants impliqués. J'ai regardé le minuteur de l'enregistrement et j'ai senti mon estomac se nouer. Ce n'était pas un acte désespéré. C'était prémédité. J'ai dit, une clé n'est pas un consentement.
Elle a ri froidement et m'a dit de ne pas utiliser mon jargon d'entreprise avec elle. Elle a dit que j'étais une fille et une sœur avant d'être le titre que mon entreprise me donnait. J'ai dit que j'étais aussi une locataire, une adulte, et la seule personne à décider qui entrait chez moi. Le ton de sa voix est monté. Elle a dit que Paris m'avait rendu égoïste. Elle a dit, les femmes sans mari et sans enfants finissent toujours par penser que leur temps compte plus que celui des autres. La vieille culpabilité a bougé dans ma poitrine. Puis j'ai regardé le tableur. 10 500 €, 26 mois. J'ai commencé à lire les montants à voix haute. 1700 pour le SUV de Thomas, 2200 pour son découvert, 1200 pour la colo de Léa, 1000 pour l'anniversaire des Hugo. Ma mère m'a dit d'arrêter. J'ai continué. 600 pour les courses. 350 pour une caution d'hôtel que Chloé n'a jamais remboursée. 5 cents pour une facture EDF en retard. Ma mère a crié mon nom. J'ai dit, je ne t'attaque pas. Je suis précise. Elle a dit que l'argent n'était pas le sujet. J'ai répondu que l'argent était toujours le sujet quand ils avaient besoin du mien. Ensuite, elle a dit, si tu n'ouvres pas cette porte demain, ne m'appelle plus jamais ta mère. Pendant un instant, l'appartement est devenu silencieux. J'ai cru que ça allait me briser. Au lieu de cela, ça a tout clarifié. J'ai dit, si être ta fille signifie céder ma maison, mon argent et mon droit de dire non, alors je n'ai plus les moyens de jouer ce rôle. Elle m'a traité de personne cruelle. Je lui ai souhaité bonne nuit et j'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas pleuré. J'ai sauvegardé l'enregistrement, exporté le tableur en PDF, et j'ai tout mis en pièce jointe d'un mail adressé à mon père, Bernard. Il avait toujours été le silencieux, caché derrière la télévision, le journal et la voix de ma mère. J'ai écrit une seule phrase. Papa, je veux que tu vois ce qui s'est réellement passé avant que quiconque ne te dise qui blâmer. Puis j'ai cliqué sur envoyer. 5 minutes plus tard, il était marqué comme lu. Il n'a pas répondu. D'une certaine manière, cela faisait plus mal que les cris de ma mère. Mais cela m'a aussi appris quelque chose que je devais accepter. Le silence peut être un choix. Et son silence avait aidé à construire tout ça. Avez-vous déjà été épuisé parce que votre propre famille traitait l'amour comme un chéquier illimité? Cette nuit-là, j'ai enfin compris que l'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est du contrôle portant un nom de famille. J'ai dormi peut-être 90 minutes. À 6h15, j'ai abandonné, je me suis habillé avec un jean noir, un pull gris et le manteau que je portais quand je voulais avoir l'air calme. À 6h40, j'étais assise dans un café en face de mon immeuble, mon ordinateur ouvert, rien n'ayant de sens à l'écran. Mon rapport d'audit était terminé. Je l'avais soumis à 4h30 du matin. Mon corps était fatigué, mais mon esprit était douloureusement alerte. À 6h58, l'application de mon immeuble a envoyé une notification. Quelqu'un avait tenté d'accéder avec un badge désactivé. Une fois, puis deux, puis une troisième fois. Mon café a soudainement pris un goût métallique. Un message d'Antoine est apparu. Ils sont là. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le gros SUV sombre de Thomas garé sur le trottoir. Le coffre était ouvert. 2 petites valises à roulettes étaient posées sur le trottoir, une rose, une bleue. Léa se tenait à côté d'elle, serrant un lapin en peluche. Hugo avait un sac à dos dinosaure presque aussi grand que lui. Chloé portait une tenue d'aéroport, basket blanche, manteau crème, lunettes de soleil sur la tête même si le ciel était gris. Thomas s'acharnait sur l'interphone comme si appuyer plus fort allait le forcer à obéir. Puis ma mère est sortie de la place passager. Bien sûr qu'elle était là. Sylvie Morel ne manquait jamais une représentation où elle s'attendait à être le juge. Je les ai vus entrer dans le hall après qu'un autre résident en soit sorti. Antoine s'était déjà posté près des ascenseurs. Je pouvais voir sa posture à travers la vitre, poli, ferme, bloquant le passage sans toucher personne. Thomas tenait une clé en l'air. Chloé n'arrêtait pas de regarder son téléphone. Ma mère pointait du doigt les ascenseurs comme si l'immeuble lui appartenait. C'est alors qu'une voiture de la police nationale s'est garée derrière le SUV de Thomas. Pas de sirène, pas de drame, juste 2 gardiens de la paix sortant sous la pluie. Mes genoux ont flanché sous la table. Antoine m'avait prévenu que la direction de l'immeuble pourrait appeler la police si ma famille tentait de forcer l'entrée avec des enfants après s'être vu refuser l'accès. Pourtant, voir les agents a rendu tout cela si réel. J'ai fermé mon ordinateur et j'ai traversé la rue.
J'ai utilisé l'entrée latérale et je suis arrivé dans le hall près du local à colis. Thomas m'a vu en premier. Son visage est passé de la colère au soulagement pendant une demi-seconde, comme s'il croyait encore que mon apparition signifiait ma capitulation. Puis il a vu que je ne me précipitais pas vers les enfants. Que je ne m'excusais pas. Que je n'attrapais pas les valises. Son soulagement a disparu. « Ah, te voilà » a-t-il dit d'une voix forte. « Dis à ce type de nous laisser monter. » J'ai regardé Antoine. Il a demandé, « Madame Morel, autorisez-vous ces personnes à accéder à votre domicile ?» J'ai dit, « Non. » Chloé a poussé un petit cri, comme si je l'avais giflé. Thomas a fait un pas en avant. « Camille, arrête tes conneries. On a un avion à prendre. » J'ai dit, « Je sais. C'est pour ça que vous n'auriez pas dû baser l'organisation de votre voyage sur mon accord sans l'avoir obtenu. » L'un des policiers, Lâche Dubois, a demandé qui avait accepté de prendre la responsabilité des enfants. Thomas a dit, « C'est leur tante. » Lâche Dubois n'a pas scié. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Chloé a dit que c'était sous-entendu. J'ai sorti mon téléphone et j'ai montré à Lâche ma réponse. « Non, je ne suis pas disponible. » Puis j'ai montré la réponse de Thomas. « Ça n'a pas d'importance. Maman m'a donné ta clé. » Lâche Dubois l'a lu 2 fois. Le deuxième policier, Lâche Martin, a demandé à Thomas s'il avait tenté d'utiliser une clé pour accéder à mon appartement après que j'ai refusé de garder les enfants. Thomas a dit, « Ce n'est pas comme ça. » Ma mère s'est avancée et a dit, « C'est un malentendu familial. » Lâche Martin a répondu que les malentendus familiaux ne donnaient à personne le droit de s'introduire dans une résidence privée. Le visage de ma mère s'est crispé. Elle s'est tournée vers moi et a dit, « Tu nous humilies. » J'ai dit, « Non, vous avez prévu d'utiliser ma maison sans permission. » Je refuse de le cacher. Hugo a commencé à pleurer, pas fort, juste de petits sanglots de fatigue. Ça a failli me briser. Je me suis accroupi à quelques mètres et j'ai dit doucement, « Et mon grand, tu n'as rien fait de mal. Rien de tout ça n'est de ta faute. » Thomas a explosé. « Ne lui parle pas comme si tu t'en souciais. » Je me suis relevé. Lâche Dubois lui a dit de baisser d'un ton. Chloé a murmuré qu'il allait rater l'embarquement. Thomas a sorti son téléphone et a commencé à chercher. Probablement une nounou, probablement quelqu'un d'autre sur qui décharger le problème. Ma mère a essayé une dernière fois. Elle a dit que je choisissais une serrure plutôt que mon propre sang. J'ai répondu, je choisis le consentement plutôt que le contrôle. Le hall est devenu silencieux. Un homme près de l'ascenseur a regardé le sol. Une femme avec un tapis de yoga a arrêté de faire semblant de ne pas écouter. Antoine a imprimé un document et a expliqué qu'en raison de la tentative d'intrusion et de l'esclandre, Thomas, Chloé et Sylvie allaient être retirés de mes autorisations de visiteurs. Lâche Martin a ajouté que s'il laissait les enfants dans le hall ou essayait de me les laisser après mon refus, l'incident pourrait faire l'objet d'un signalement aux services sociaux pour délaissement de mineurs. Le visage de Chloé est devenu blême. C'est à ce moment-là que le rapport de force s'est inversé. Ils ont réalisé que le monde extérieur à notre famille ne reconnaissait pas les lois de ma mère. Thomas a arrêté de crier. Chloé a commencé à appeler des agences de babysitting d'urgence. Ma mère m'a regardé avec une colère froide et a dit, « Tu n'es plus ma fille. » J'aurais dû pleurer. À la place, j'ai dit, « Alors arrête d'essayer d'utiliser mon appartement comme si je l'étais. » 15 minutes plus tard, Thomas traînait les valises vers le SUV pendant que Chloé se disputait au téléphone au sujet des tarifs de garde d'enfants à la dernière minute. Ma mère est sortie la première, raide et furieuse. Léa s'est retournée pour me regarder. J'ai levé la main doucement. Elle m'a fait coucou. Ça a fait plus mal que tout le reste. Quand les portes se sont fermées derrière eux, le hall est devenu étrangement paisible. Lâche Dubois m'a tendu une carte avec le numéro d'intervention et m'a conseillé de garder mes preuves. Antoine a demandé si j'allais bien. J'ai dit oui, mais ma voix ne ressemblait plus à la mienne. Je suis monté seul dans l'ascenseur, j'ai fermé la nouvelle serrure derrière moi, et je me suis appuyé contre la porte jusqu'à ce que mes jambes arrêtent de trembler. Pendant la première heure après leur départ, je n'ai rien fait. Je suis resté assise par terre près de ma porte d'entrée, gardant mon manteau, mon téléphone face contre terre à côté de moi. Mon appartement était silencieux comme j'aimais qu'il le soit, mais maintenant, ce silence semblait immense. Je n'arrêtais pas de revoir le sac à dos d'Hugo, le signe de main de Léa, le visage pâle de Chloé quand le policier a parlé de délaissement de mineurs,
et l'expression de ma mère quand elle a compris que je ne céderais pas. Puis mon téléphone s'est mis à vibrer. Thomas, Chloé, ma mère, Thomas à nouveau. Puis les SMS sont arrivés. Tu as fait pleurer mes enfants. Tu nous as humiliés devant les flics. Tu nous dois les frais de modification du vol. C'est de la folie. Tu as besoin de te faire soigner. J'ai mis la conversation en sourdine sans ouvrir la plupart des messages. À 10h30, j'ai pris une douche. À 11h15, j'ai fait des tartines et j'ai oublié de les manger. À midi, j'ai fixé une invitation à une réunion de travail jusqu'à ce qu'elle expire. Puis, juste après 13h, ma cousine Juliette m'a envoyé une capture d'écran avec une seule phrase. S'il te plaît, dis-moi que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'était la story Instagram de Chloé. Une piscine d'un bleu éclatant, des palmiers, 2 cocktails, un bracelet de club de vacances à son poignet. La géolocalisation indiquait Marrakech. La légende disait « Enfin un choix pour la paix ». J'ai fixé l'image jusqu'à ce que je me mette à rire. Pas un rire joyeux. C'était le son que fait votre corps quand le mensonge devient trop évident pour continuer à faire mal de la même façon. Ils avaient eu leur vol, ou ils l'avaient changé. De toute façon, le monde ne s'était pas effondré. Les enfants n'avaient pas été abandonnés par le destin. Thomas et Chloé avaient trouvé une solution dès que la loi leur avait dit que je n'en étais pas une. 1 heure plus tard, Chloé a posté une autre story depuis le balcon d'un riad de luxe. Sa main enlacée à celle de Thomas, en légende, une déconnexion bien méritée. J'ai tout pris en capture d'écran. À 16h, ma mère a posté sur Facebook. Elle ne m'a pas nommé, mais elle n'en avait pas besoin. Certains parents donnent tout à leurs enfants et sont quand même punis par la cruauté. Priez pour une mère dont le cœur a été brisé aujourd'hui. Les commentaires sont arrivés vite. Les gens la qualifiaient de courageuse. Les gens disaient que les enfants adultes étaient égoïstes. Pendant environ 30 secondes, j'ai failli commenter. Puis je me suis arrêté. Ma mère voulait une dispute émotionnelle publique. Elle y excellait. Moi, j'excellais dans l'épreuve. Alors j'ai ouvert mon dossier. J'ai ajouté le numéro du rapport de police, les stories de vacances de Chloé, les SMS de Thomas, l'enregistrement de ma mère et l'historique des virements. Puis j'ai rédigé un message calme et je l'ai envoyé à ma tante Eliane, mon oncle Laurent, ma cousine Juliette, mon père et au cousin aîné de ma mère, Marc. Le message disait « Vous entendrez peut-être dire que j'ai abandonné mon neveu et ma nièce ce matin. » C'est faux. J'ai été informé, et non sollicité, que j'allais faire du babysitting. J'ai refusé par écrit. Ma mère a donné à Thomas une vieille clé de mon appartement sans mon consentement. Ils ont tout de même tenté d'entrer. La sécurité de l'immeuble et la police étaient présentes à cause du problème d'accès non autorisé. Je ne demande à personne de prendre ma défense. Je veux juste que les faits soient documentés. Puis j'ai tout mis en pièces jointes. 23 minutes plus tard, le groupe WhatsApp familial a explosé. Ma tante a écrit la première. Sylvie, pourquoi Thomas avait-il la clé de Camille? Ma mère a répondu que les gens déformaient une affaire privée. L'oncle Laurent a demandé, une affaire privée? Il y a un numéro de rapport de police. Juliette a posté que Chloé était dans un club de vacances après avoir prétendu qu'il n'y avait aucune autre option pour les enfants. Puis Marc a posé la question qui a changé tout le ton. Si Camille a dit non, pourquoi êtes-vous allé à son immeuble? Ma mère n'a pas répondu. Thomas est intervenu et a dit que j'avais toujours aidé auparavant, alors il supposait que je ferais ce qu'il fallait. Tante Eliane a répondu, aider avant n'est pas un consentement pour toujours. J'ai lu cette phrase 3 fois. C'était comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une pièce où j'étais piégé depuis des années. Puis la question de l'argent a été abordée. L'oncle Laurent avait ouvert le tableur. Il a écrit, 10 500 €. Thomas, tu es sérieux? Thomas a dit que j'exagérais l'entraide familiale normale. J'ai téléchargé une capture d'écran. Juste une. Le virement de 2200 € avec le message de Thomas au-dessus disant qu'il me rembourserait dans 2 semaines. Il ne l'avait jamais fait. Le groupe est devenu silencieux. Puis mon père a écrit, Camille a dit non, ça aurait dû s'arrêter là. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. Ce n'était pas un discours. Ça n'effaçait pas des années de silence, mais c'était la première fois qu'il contredisait ma mère devant la famille. Ma mère a quitté le groupe. Chloé a supprimé sa story de vacances, mais Juliette l'avait sauvegardée.
Thomas m'a envoyé un message privé. J'espère que tu es fier de toi. Je n'ai pas répondu. La fierté n'était pas ce que je ressentais. C'était plutôt du soulagement. Du chagrin, aussi. Quand une famille se divise en deux camps, choisiriez-vous une vérité inconfortable ou une fausse paix? Ce jour-là, j'ai appris que la fausse paix coûte cher. Elle coûte votre temps, votre argent, votre intimité et finalement, votre dignité. La première chose que j'ai annulée fut le virement mensuel récurrent vers le compte de ma mère. 150 € le premier de chaque mois, étiqueté aide à la maison. Je l'avais mise en place après qu'elle m'ait dit que les ordonnances et les courses devenaient difficiles à gérer. Je n'y avais pas pensé depuis près d'un an. Ça quittait mon compte discrètement, comme une fuite derrière un mur. J'ai cliqué sur annuler et j'ai attendu que la culpabilité me frappe. Elle est venue, mais plus faible que d'habitude. Ensuite, j'ai annulé l'abonnement familial de streaming que Thomas utilisait gratuitement. J'ai retiré Chloé de mon abonnement Amazon Prime. J'ai changé chaque mot de passe lié à mon appartement, ma banque, mon forfait téléphonique, mes applications de livraison et mes contacts d'urgence. J'ai appelé le gestionnaire de l'immeuble et confirmé par écrit qu'aucun membre de ma famille n'avait accès à mon logement. À la fin de cet après-midi, ma vie semblait la même, mais j'avais l'impression d'avoir verrouillé plus d'une porte. Ma mère a essayé d'appeler en numéro masqué pendant 3 jours. Thomas a envoyé de longs messages qui commençaient par de la colère, devenaient blessés, puis se terminaient sur de l'argent. Il voulait que je paie la nounou d'urgence et les frais de modification du vol parce que, selon ses mots, mon coup d'éclat avait créé cette dépense. Je l'ai bloqué. Chloé a envoyé un message disant que les enfants étaient confus et que je devrais avoir honte. J'ai failli répondre. J'ai failli dire que les enfants sont confus quand les adultes leur mentent. Mais j'ai laissé le silence répondre. Une semaine plus tard, j'ai pris rendez-vous chez un psy. Je me suis dit que c'était juste pour digérer l'incide. Mais en moins de 20 minutes, je parlais du fait d'avoir 16 ans et de donner la moitié de ma paie de caissière à ma mère parce que Thomas avait besoin d'argent pour l'essence. J'ai parlé des cadeaux de Noël que j'achetais et pour lesquels je n'avais jamais aucune reconnaissance. Des dîners de famille où ma mère félicitait Thomas d'être simplement venu tout en ignorant que j'avais payé la moitié de la nourriture. Et des anniversaires où on attendait de moi que j'apporte des cadeaux hors de prix parce que je n'avais pas d'enfant. Le thérapeute a écouté, puis a dit quelque chose qui m'a glacé. Votre famille a fait de vous son filet de sécurité. Et ensuite, ils ont appelé ça de l'amour pour que vous ne remettiez pas en question le poids de cette charge. J'avais passé des années à croire que j'étais forte parce que tout le monde s'appuyait sur moi. Je n'avais jamais envisagé que peut-être, j'étais fatigué parce qu'ils n'étaient pas censés s'appuyer aussi lourdement. Après ça, j'ai commencé à pratiquer de petits actes d'appropriation. J'ai acheté une chaise ergonomique dont j'avais envie depuis des mois au lieu de garder cet argent pour l'urgence de quelqu'un d'autre. Je me suis inscrite à un cours de boxe à 2 rues de chez moi et j'ai découvert que frapper dans un sac pendant 45 minutes faisait bien plus pour ma colère que de faire semblant d'être au-dessus de ça. J'ai fait une escapade d'un week-end à Lyon avec une amie qui s'appelle Sarah et je n'ai pas vérifié mon téléphone toutes les 10 minutes. Nous avons mangé dans des bouchons, flâné dans des librairies, et dépensé beaucoup trop en café. Pour la première fois depuis des années, j'ai acheté quelque chose d'inutile et je ne l'ai pas comparé aux factures de Thomas. 3 semaines après l'incident dans le hall, mon père m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Quand je l'ai fait, il a prononcé mon nom comme s'il s'était entraîné. Camille, puis un silence. Finalement, il a dit, j'ai tout lu. J'ai vu les virements. J'ai entendu ta mère sur l'enregistrement. Une autre pause. J'aurais dû intervenir il y a des années. Ma gorge s'est serrée. Il a dit qu'il s'était convaincu que ce n'était pas ses affaires parce que j'étais une adulte, mais que c'était une excuse. C'était plus facile de laisser ma mère diriger la famille que de la confronter. Puis il a dit les mots dont je ne savais pas que j'avais besoin, tu as eu raison de changer les serrures. J'ai pressé ma main sur mes yeux et je n'ai rien dit. Il n'est pas soudainement devenu un autre homme, mais il s'est excusé sans me demander de le consoler, et ça comptait. 4 mois se sont écoulés avant que Thomas ne me recontacte avec un nouveau numéro. Le message était court, il ne demandait pas d'argent. Je l'ai fixé avant de lire le suivant. On a embauché une nounou pour la conférence professionnelle de Chloé le mois prochain. C'est cher. Puis une autre bulle est apparue. Je suppose que c'est ce qu'on aurait dû faire avant. J'ai attendu des excuses. Elles ne sont pas vraiment venues. Il a écrit, je pense toujours que tu es allé trop loin avec les flics, mais je comprends pourquoi tu étais en colère.
L'ancienne Camille se serait contentée de cela et se serait précipitée pour faire la paix. La nouvelle Camille a compris qu'une demi-responsabilité restait surtout de l'évitement. J'ai répondu, je suis contente que tu aies organisé la garde de tes enfants. Je ne serai plus disponible comme plan de secours. Il a écrit, c'est compris. Ce n'était pas chaleureux, ni affectueux, mais c'était différent. Ma mère a publié des citations vagues sur le pardon et les cœurs ingrats, mais la famille ne se précipitait plus pour la réconforter. Les publications de Chloé ont changé aussi. Moins de luxe, moins de légendes sur le fait de mériter du repos. Thomas a vendu son SUV 6 mois plus tard. L'oncle Laurent m'a dit que personne ne voulait plus lui prêter d'argent parce que maintenant, tout le monde demandait ce qui était arrivé à la dernière personne qui l'avait aidé. Ça aurait dû me donner un sentiment de victoire. Ce ne fut pas le cas. J'ai ressenti ça comme une libération. Un an après ce matin-là dans le hall, j'ai déménagé dans un appartement plus grand, 7 étages plus haut, dans le même quartier. Il avait un bureau séparé, une vraie table à manger, et des fenêtres qui captaient le coucher du soleil quand la météo parisienne en accordait un. La première nuit là-bas, je me suis tenu dans le salon vide en tenant les 2 seules clés. L'une restait avec moi. L'autre allait à Sarah, scellée dans une enveloppe après qu'elle ait promis de ne jamais l'utiliser à moins que je sois inconsciente ou que l'immeuble soit en feu. Nous avons ri, mais nous savions toutes les deux pourquoi cette promesse comptait. Une clé n'est pas qu'un bout de métal. Parfois, c'est de la confiance. Parfois, c'est de l'accès. Parfois, c'est la différence entre la générosité et l'invasion. Ma carrière a changé aussi. L'audit que j'avais terminé la nuit où tout s'est effondré m'a conduite vers un poste plus important. 6 mois plus tard, j'ai été promu responsable de la conformité. Un meilleur salaire, plus de contrôle, et assez d'économies pour que les urgences ne ressemblent plus à des tempêtes devant ma porte. Pendant des années, l'argent m'avait filé entre les doigts comme si je ne le gardais que jusqu'à ce que quelqu'un d'autre en ait plus besoin. Maintenant, je regardais mes économies grimper et je ressentais quelque chose de plus profond que le confort. Je ressentais de l'évidence. L'évidence que ma vie fonctionnait quand j'arrêtais de financer le refus de planifier des autres. J'aimais toujours Léa et Hugo. Ça n'a jamais changé. J'envoyais des cartes d'anniversaire par l'intermédiaire de mon père. Des cartes simples. Pas d'argent à l'intérieur. Pas de cadeaux hors de prix conçus pour prouver que j'étais toujours une fille bien. Juste des cartes. Juste de l'amour, sans soumission. Thomas et Chloé se sont adaptés parce qu'ils y ont été forcés. Ils ont engagé des nounous. Ils ont fait des budgets. Ils ont vendu le SUV et acheté une voiture d'occasion. Chloé a pris plus d'heures à la boutique et a arrêté de poster chaque repas au restaurant comme si c'était un exploit. Thomas est devenu plus discret lors des réunions de famille. Pas humble exactement, mais moins certain que tout le monde l'applaudirait quand il se plaignait. C'est ma mère qui a le moins changé. Elle postait toujours sur la loyauté et les valeurs familiales. Elle croyait toujours que le pardon signifiait que chacun devait reprendre le rôle qu'elle préférait. Mais les gens écoutaient différemment maintenant. C'était l'une des conséquences qu'elle détestait le plus. Sa voix avait toujours du pouvoir, mais ce n'était plus un pouvoir automatique. La fois suivante où je les ai tous revus, c'était au mariage d'une cousine dans un domaine de la vallée de Chevreuse. Je suis arrivé seul, dans une robe bleu marine. Et pour une fois, ce mot ne ressemblait pas à une accusation. C'était paisible. À la réception, je me suis assise avec des cousins qui m'ont posé des questions sur mon travail, mon appartement, mes cours de boxe et mon voyage à Lyon. Personne n'a demandé pourquoi je n'avais pas fait de babysitting. Personne n'a demandé quand j'allais arranger les choses. La vérité avait déjà fait son œuvre. Pendant le cocktail, j'ai vu ma mère près de la table des desserts. Elle avait l'air plus âgée, même si c'était peut-être parce que je ne la voyais plus comme la personne qui décidait de l'envergure de la pièce. Nos regards se sont croisés. Elle a détourné les yeux la première. Plus tard, Thomas s'est approché de moi près du couloir. Chloé est restée derrière lui, tenant la main des Hugo tandis que Léa s'appuyait contre elle, l'air endormi. Thomas s'est raclé la gorge et a dit « Tu as manqué aux enfants ». Je les ai regardés et j'ai souri. « Il me manque aussi », ai-je répondu. Léa m'a fait un signe de la main. Hugo s'est caché derrière le manteau de Chloé. Thomas a bougé d'un pied sur l'autre et a dit qu'il s'en sortait bien. La garde des enfants coûtait cher, mais il se débrouillait. J'ai dit « C'est bien ». Je le pensais sincèrement. Puis il a dit « Je n'aurais pas dû les amener à ton immeuble ce matin-là.
ce n'était pas de vraies excuses pour toutes ces années d'argent, ce sentiment de tout m'exiger, la clé, les menaces, ou la façon dont il avait laissé notre mère me faire passer pour la méchante. Mais c'était une phrase vraie. Et parfois, une seule phrase vraie est le point de départ de la responsabilité. J'ai dit, non, tu n'aurais pas dû. Il a hoché la tête. Pas de dispute, pas de comédie, juste un hochement de tête. C'était suffisant pour le moment. Vers la fin de la soirée, mon père m'a raccompagné à ma voiture. Avant que je ne monte, il a dit, tu as l'air plus légère. J'ai souri parce que c'était vrai. Il m'a dit qu'il était fier de moi, pas pour ma promotion, pas pour mon appartement, mais pour m'être levé et être resté debout quand la culpabilité a frappé. En rentrant chez moi, j'ai pensé à la façon dont la guérison est une chose étrange. Elle ne ressemble pas toujours au fait que tout le monde s'excuse et s'assoit de nouveau autour de la même table. Parfois, la guérison ressemble à de la distance. Parfois, elle ressemble à un téléphone silencieux. Parfois, elle ressemble au fait de dépenser son propre argent pour sa propre vie sans demander une permission invisible à des personnes qui vous ont entraîné à vous sentir égoïste. Je n'ai pas détruit ma famille. Je n'ai pas puni d'enfants. Je ne suis pas devenu cruel. J'ai simplement arrêté de confondre l'amour avec un accès illimité. C'est la leçon que j'aurais aimé qu'on m'enseigne plus tôt. La famille n'est pas une excuse pour se servir de quelqu'un. Aider les autres a de la valeur, mais seulement quand c'est donné librement, pas extorqué par la culpabilité. Poser des limites n'est pas de l'égoïsme. C'est une forme de respect de soi. Et le respect de soi apprend à tous ceux qui vous entourent comment la responsabilité est censée fonctionner. L'amour devrait créer un sentiment de sécurité, pas une dette. La vérité la plus riche d'enseignements que j'ai apprise, c'est que sauver les gens de toutes les conséquences peut les empêcher de grandir. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même et pour eux, c'est de dire non. Prenez du recul et laissez les adultes porter le poids de leurs propres choix. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je réalise que changer la serrure n'a pas seulement protégé mon appartement. Ça a changé toute ma vie.